c'est-à-dire juste arriver à prendre tout son mental, sa tête et tout. Donc l'idée c'est d'arriver à toujours capter, voilà, des temps de vue paisibles, trouver les outils pour le faire, et sans toucher. Tu filmes là? Okay. Donc normalement c'est la 4e étape. Est-ce que vous voulez faire ça avant de faire un Toikyo? Juste pour voir comment ça fait. Okay. Au Japon, il y avait Kisuchi qui travaillait beaucoup sur le travail de l'énergie, et c'est structurellement intéressant parce que c'est pas seulement abstrait le travail sur l'énergie, c'est aussi comprendre comment on déstructure le mouvement de l'autre pour, par la menace, arriver à le contrôler. Et ça rejoint les travaux de Ho-sensei à la fin de sa vie qui était la fondation, en fait, c'est capter l'autre. Okay. Donc en fait, comment on amène avec son ventre l'autre à s'engager et pouvoir travailler. Bon, on va faire de lui tout à l'heure. Donc on étend. La technique s'appelle 37 de le matin. Ok. Il arrive. Ok. Vous essayez. On va voir après pour les corrections. Merci. En fait, si je me remémore mes débuts, en fait, au début, je voulais faire du karaté. Et puis, j'ai été amené par un copain qui faisait du judo à faire de l'aïkido. Donc, la vie c'était écrit déjà de cette manière-là, quoi. C'est une histoire de rencontre, le Budo aussi, de gens qui t'apportent des éléments d'information, qui te stimulent et dans ton travail et dans ta recherche personnelle qui se fait au fur et à mesure. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais pas la moindre idée de la richesse du monde auquel j'allais être confronté sans opposition. Et en fait, ça a rendu ma vie assez extraordinaire, quoi. Enfin, du moins tellement riche que je m'ennuie jamais par rapport à ça, quoi. Donc c'est quand même si peu fréquent dans nos vies quotidiennes, où tellement de gens finalement survivent ou vivent un peu au rabais, que je remercie tous les jours mes camis. Bon, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir des parents intelligents et ouverts qui ont essayé de me donner une éducation qui m'a permis de rester ouvert au monde étranger, au monde extérieur, à celui que ma petite vie de jeune adolescent français standard aurait pu me donner, mais c'est vrai que j'étais bien loin d'imaginer quand j'ai commencé vers, je sais pas, je devais avoir 16 ans, bien loin d'imaginer la richesse et l'intérêt des mondes que j'allais grâce à ça côtoyer et que j'allais aussi creuser aussi, parce que c'est aussi l'enrichissement, c'est aussi un effort, mais c'est un effort tellement plaisant finalement que j'ai aucun mérite. C'est que du bonheur, donc même si parfois on prend des coups, on a un peu mal, il y a des chutes, quand on apprend, on fait aussi des erreurs, quoi. Mais vraiment, en fait, si je devais résumer ma vie de Budo, alors que c'est une vie normalement d'effort, je peux dire que c'était une vie de plaisir, quoi, d'intérêt constamment renouvelé. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai eus, et puis d'avoir après rencontré des gens au moment où il fallait. C'était peut-être écrit comme ça pour moi. Peut-être des gens que j'aurais rétrospectivement, je les aurais rencontrés 2 ou 3 ans plus tard ou plus tôt, ça ne serait pas fait. Il y a eu des moments magiques, et ça c'est sans cesse perpétué. Donc, et puis donc à un moment donné, j'ai progressivement pu prendre mon envol, donc maintenant je peux me faire moi-même mon travail de recherche. Comme j'expliquais là, ces quelques derniers mois étaient un peu mouvementés pour ma vie, et donc ça m'a calmé. Donc j'ai relu énormément, j'ai visionné, je me suis procuré des films d'Aitori Jujitsu, des choses sur le yai, et ça relance encore une fois l'intérêt. Donc même, j'évoquais l'accident de voiture que j'avais eu qui m'avait immobilisé, quoi, mais finalement c'est toujours yin-yang. C'est-à-dire, ça a été très yin, mon accident, c'est pas vraiment plaisant, et finalement ça m'a relancé dans ma réflexion, dans ma recherche, et c'est extraordinairement positif, quoi, finalement. Donc, et entre l'aïkido et le Daitoryu, donc le côté explosif du Daitoryu. Écoute, c'est intéressant, ça, c'est vraiment un élément qui relance, parce que quand on a fait un peu le tour du curriculum de l'aïkido,
j'ai pas totalement l'illusion d'avoir fait tout le tour, mais en gros, je connais à peu près tout ce qu'il faut savoir de l'aïki. Ouais, je suis dans ma 40e année de pratique, j'ai quand même beaucoup bougé et j'ai vu beaucoup de gens. Et grosso modo, je connais bien le curriculum Aikido. De voir le curriculum Aikibudo que j'avais vu, ou Aikijutsu du Daito Ryu, que j'avais vu à toute petite dose, 2 ou 3 fois. J'ai vu dans le temps croiser Minoru Mochizuki, donc c'est plutôt Aikibudo, enfin Yosekan Budo. J'avais vu des choses qui étaient intéressantes, mais au moment où je l'ai vu, j'étais pas encore mûr. C'est une fois, je me souviens, il était venu à un stage que m'a dirigé Maître Tamura, il nous avait fait travailler, mais c'était un ancien pour Maître Tamura, donc ça a été intéressant aussi de voir comment le respect était marqué, et il était mutuel d'ailleurs. Et donc, par rapport au Daito Ryu en tant que tel, là, ce que j'ai re-regardé, je suis allé voir, donc j'évoquais les 4 branches qui ont fait la suite de ce que Sokaku Takeda avait étudié. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois de voir le tronc commun et de voir les variations dans chacune des 4 branches, quoi, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que Sokaku Takeda avait vraiment lui aussi une forme de génie, tout comme Yoshiba, puisqu'il a pu former des gens qui étaient à la fois similaires et différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a apparemment donné aux gens ce dont ils avaient besoin personnellement, et il n'a pas donné à chacun des 4 grandes suites les mêmes éléments, quoi. Son fils, par exemple, n'est pas à l'initiative d'un groupe qui a exactement le même coloris que les 3 autres, quoi. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi un trait de génie quelque part, quoi. Donc on peut comprendre l'influence forte qu'il a eue sur Mori Yoshiba, probablement parce qu'il a aussi décelé chez Yoshiba toutes les qualités intrinsèques. Bon, alors après, on sait qu'ils ont pas tous. La vie n'était pas facile avec Sokaku Takeda, il s'imposait tout le temps, et que plusieurs fois Yoshiba est parti pour pas le voir, parce que sinon il venait chez lui, s'installait, il mangeait, il profitait de la situation. Donc c'est aussi pour dire que même un être de génie, on n'est pas forcément génial partout, quoi. Mais donc c'est quand même intéressant. Donc j'étais rentré quand j'étais au Japon dans les années 80, j'avais fait connaissance de Stanley Pranin, qui est la grande référence quand même pour la recherche intelligente, cultivée dans le monde de l'aïkido et ses origines et ses dérivés. Et donc j'ai repris contact avec Stanley, je voulais récupérer des DVD, donc je suis rentré avec lui, donc il m'a envoyé ça, donc c'est commercial, mais en même temps il a été charmant. Il y a un des DVD qui n'était pas dans la pochette par exemple, donc il me l'a renvoyé aussitôt sans me demander de payer. Enfin c'est Stanley, quoi, c'est tellement un passionné que c'est une vraie relation j'allais dire presque de chercheur, quoi, parce qu'il sait que ça m'intéresse, bon, même s'il se souvient probablement pas totalement de moi. On avait passé toute une après-midi à discuter quand j'étais à Tokyo en 84. D'ailleurs, il m'avait remercié dans un de ses journaux à l'époque, mais c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Et c'est vrai que lui, il s'est fait une sorte de règle de vie que d'aller chercher dans plein d'endroits tout un tas d'éléments, y compris des maîtres qui sont restés dans la modestie, dans leur dojo, même s'ils ont une sorte d'allégeance par rapport à l'aïkikai. Ou pas, hein, parce que le dojo, par exemple, de Gozo Shioda, n'est pas Aikikai, quoi. Et il n'est pas le seul. Mais donc c'est intéressant de voir. Donc je suis allé voir plein de films. Je suis tous les jours ce que Stanley publie sur son site. Je lis, je vais voir les petits films ou les morceaux de films qu'il envoie. Puis j'ai la chance maintenant que mon fils est aussi passionné que moi par l'aïkido. Donc lui aussi, de son côté, regarde à droite à gauche. Il est proche de gens qui discutent beaucoup avec. Il lit les blogs de Léo Tamaki et tout ça, tu vois. Donc on est dans la même sorte de réflexion, on appelle ça une mouvance. Et donc c'est vrai que ça a été vraiment là les 3-4 derniers mois, pour moi ça a été un rafraîchissement, parce que tout ce que j'ai appris en Iaido, avec Tiki Showan entre autres, ou avec des personnes qui travaillent dans le Iaido, ou ce que j'ai fait quand j'ai fait du Jodo avec Pascal Krieger, c'est des choses que j'ai fait du Jodo pendant 3 ans avec Pascal, 79, 80, 81, donc c'est loin déjà, ça a 30 ans. Mais je l'ai revu de temps en temps, et bien il y a des choses qui brutalement maintenant prennent une autre coloration et une autre saveur, quoi.
Et donc en fait, ma perception du Daitoryu, au début, elle était un peu du style, en effet, c'est explosif, bon, c'est un petit peu artificiel dans le sens que c'est décalé par rapport à nos pratiques, parce que c'est plus proche de l'époque un peu samouraï, du conflit et tout ça. Et quand j'en dirais maintenant serait différent, dans le sens que oui, il y a bien ça, mais en même temps, c'est une véritable richesse pour comprendre, alors à ce moment-là, à rebours, le génie de Yoshiba. C'est-à-dire comment lui-même a mis en perspective tout ce qu'il avait pu apprendre, particulièrement avec Takeda, enfin Sogaku Takeda, et comment il a mis en route sa mystique. Bon, on sait que sa relation shintoïste avec la secte Omotokyo et Onisaburo des Gushi ont joué un rôle important chez lui, y compris pendant son séjour en Mandchourie. Et comment son regard sur le Daitoryu a bien sûr énormément compté, mais en même temps son génie à lui, c'est d'avoir mis tout ce qu'il a fait en perspective et d'avoir en quelque sorte transcendé. Certains disent que c'est quelqu'un qui a su agglomérer des différences. C'est pas totalement faux, d'un point de vue technique c'est pas faux, mais c'est surtout quelqu'un qui a eu une vision, pour moi, Yoshiba, c'est quelqu'un qui a une vision universelle de cette discipline. C'est-à-dire bien sûr, elle est japonaise dans ses origines, elle est japonaise dans son essence, mais en même temps, le message qu'elle convoie, qu'elle véhicule, c'est un message totalement accessible par un Indien des Andes, un Américain du nord des États-Unis, un Hindou ou un Européen, quoi. Mon dojo a un Nières-sur-Seine et il y a, je sais pas, 7 ou 8 nationalités différentes dans le dojo qui pratiquent avec beaucoup d'intérêt et d'échanges mutuels, et les gabarits, les formes de corps sont différentes, mais l'outil en lui-même, il est vraiment universel. Et il y a le petit plus qui est un moins, en fait, avec Yoshiba, c'est que le côté peut-être un petit peu trop militariste, martialisé qu'il y a dans le Daitoryu, avec un peu cette codification héritière des traditions au sabre, tout ça, avec la codification, je me remets à ma place après chaque technique, j'achève l'adversaire, je me remets à ma place, on redémarre tout à zéro. Ce que j'ai évoqué pendant le stage, là, c'est que un des génies de Yoshiba, c'est d'avoir permis de faire un entraînement physique et sportif en même temps, mais pas dans le sens purement sportif, mais d'avoir donné les outils pour que le corps puisse s'entraîner, et avec le rythme en plus, parce que c'est peut-être le reproche que je ferais au Daitoryu, du moins dans ce que j'en ai vu dans les différentes et dans toutes les branches que j'ai eues, j'en ai vu 3 sur 4, c'est que c'est séquencé. Alors c'est intéressant parce que pour apprendre, c'est utile quand on en a fait beaucoup d'aïkido, c'est intéressant parce qu'on voit plein d'éléments on comprend pourquoi certaines des choses, des formes techniques qu'on fait en aïki sont comme ils sont. En même temps, il y a eu des éléments, vraiment des modifications. Je regardais de près le Ikajo, enfin Ikkyo, qui est fait. En effet, ça joue sur l'entrée est en explosion. Mais les jeux articulaires sur Uke, les pressions, dépressions et tout ça sont pas du même ordre. La mécanique me semble pas aussi affinée que ce que Yoshiba a fait. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça m'a permis de comprendre la notion de ki d'une manière différente de ce que j'en avais avant. Très souvent, on travaille peu le ki, on travaille beaucoup plus la respiration, j'expire, j'inspire, donc le rythme naturel de la respiration, plus comment on aspire par le souffle, comment on projette en soufflant, enfin ce genre de choses, en poussant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce travail sur l'énergie véritablement qui est développée, et comment il y a quelque chose que Yoshiba a transmis toute sa vie, comment finalement très très peu de ses élèves ont transmis ça après, qui est sur ce travail sur l'énergie, sur le ki. Tamura Sensei était par rapport à ça extrêmement modeste, et moi je sais qu'il y avait bien un sacré travail d'énergie derrière et tout ça, mais extrêmement modeste en disant ça c'est un travail très avancé et on peut pas faire ça dès le début, faut pas s'illusionner, quoi. Alors je sais que Koichi Tohei, de son côté, avec la Ki Society qu'il a créée, là, c'était aussi une de ses formes de travail. Mais quand j'ai vu ce que les 3 branches de Daitoryu que j'ai vues faisaient comme expression du ki et de l'énergie,
ça m'a paru extrêmement intéressant. C'est quelque chose que j'aimerais creuser, alors j'ai capté des formes, ce que je vous ai fait faire sur Kokuro, des choses comme ça, parce que ça il y a un passage par la forme. Maintenant, comme c'est un travail sur lequel je réfléchis depuis 3-4 ans, beaucoup plus, que j'expérimente en cours, en stage et tout ça, là j'ai perçu des choses sur lesquelles je vais aussi travailler, je vais aussi voir comment je peux comme j'ai eu des explications, parce qu'il y a des explications qui sont fournies par les maîtres des Liu, de Daito Liu, j'ai du travail, j'ai du pain sur la planche, ce qui est toujours intéressant. Une des choses qui m'a marqué, c'est que quand on regarde, c'est comme parfois quand on regarde de l'aïkido, ça peut paraître codifié artificiellement, quoi. On a l'impression qu'il tombe tout seul et tout ça. Alors je sais qu'en aïkido c'est pas le cas. Je sais qu'on peut projeter à la limite du toucher par des phénomènes de déséquilibre, de menace et tout ça. Et dans ce que j'ai vu dans le Daito Ryu par rapport à l'énergie au ki, c'est une explication qui était donnée en parallèle, qui était que quand le uke saisissait le maître de l'école, il avait l'impression non pas de saisir un bras ou des os et des muscles, mais de saisir une sorte de câble électrique qui catalysait une énergie fabuleuse. Ah, ça m'intéresse beaucoup, quoi. C'est vraiment, et c'est pas que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait 100% du tour du curriculum de l'aïkido, parce qu'il y a toujours des choses que je découvre année après année, mais cet aspect-là qui transcende toutes les techniques en quelque sorte. Comme je disais, maintenant j'ai 40 ans de technique, depuis 4-5 ans j'ai commencé à me dire qu'il y avait d'autres choses et que je trouve ça extrêmement intéressant, et ce qui fait que ça relance là aussi l'intérêt de la chose et de la pratique, quoi. D'où le lien intéressant entre le Daito Ryu pour cet aspect-là, entre autres, au-delà des origines de la pratique de l'aïkido. Il me semble que ça permet de reprendre ce qui a donné à Yushiba le charisme et cette forme transcendante de pratique qui a été la sienne, quoi. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, dans ce monde stressé et violent, est-ce que vous pensez que l'aïkido a sa place ? Plus qu'une place, c'est-à-dire que je pense que c'est quasi incontournable il se trouve que par profession, moi j'enseigne dans le supérieur, et j'ai des étudiants adultes, en fait, qui ont 23, 22, 25 ans, et il y a des collègues qui ont appris que j'étais aussi enseignant d'aïkido, qui m'ont demandé de faire des cours. Et des cours, entre autres, en début d'année, pour que les gens prennent leur formation en charge, en se connaissant plus intimement que intellectuellement. Donc le fait de se toucher, de se prendre pour se faire tomber, de se rouler par terre, tout ça casse complètement le moule académique. Et le succès est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que le retour que j'ai de mes collègues, et ce retour-là, c'est parce qu'il y a des collègues qui sont venus voir comment ça se passait, mais aussi surtout des étudiants, ce qu'ils disent à mes collègues, et pas à moi, ils vont pas me le dire en face, mais et très très positif, puisque année après année, on me demande d'en faire de plus en plus, et que parmi les étudiants qui font une séance, on fait 4 heures, on fait une séance de 2 heures, une pause 2 heures, presque tout, depuis 3 ans que je fais ça, là, les étudiants après me disent, mais où est-ce qu'on peut faire ça ? Il y a quelque chose à l'université et ça se fait comme ça. Et ce sont des formations particulièrement, je pense à une formation là où on forme les gens pour leur permettre de devenir cadres dans des ressources humaines. Donc c'est des gens qui sont en master 2 en fin de cursus universitaire grosso modo, sauf si vous voulez faire une thèse. Et pour eux c'est extrêmement intéressant parce que entre autres une des formations que je fais est à destination d'étudiants étrangers et français. C'est un système international. Donc il y a des Asiatiques, des Nord-Africains, des Africains, des gens de l'Amérique du Sud qui sont des étudiants qui viennent en France pour ça, qui ont fait des études de français en parallèle, qui se débrouillent bien en français en général. Et là, brutalement, ils sont face tous ensemble à quelque chose qu'ils connaissent pratiquement jamais. Et donc ça leur permet de rentrer dans la formation avec quelque chose de totalement décalé. Et apparemment, c'est enthousiasmant pour eux en tout cas. Moi j'ai du plaisir, c'est amusant de voir comment en l'espace de 3-4 heures les relations se nouent et au début ils sont un peu timides, sont sur leur réserve, ils n'ont pas encore eu de cours ensemble, ils ont assisté à une grande conférence de début de formation, et puis ils voient Aikido, déjà ça, parfois ils savent pas ce que c'est, et ils voient formation, ça sert à quoi, c'est quoi, pourquoi on fait ça, puis on commence déjà à se découvrir son corps, se mettre en mouvement, puis je donne un peu d'explications historiques, puis après je leur fais faire quelques techniques simples, donc ils apprennent à se pousser, à se tirer, à jouer un peu avec l'aïkido, c'est pas encore de l'aïkido combatif, hein. Et puis après, la perception des distances interpersonnelles.
parce qu'un Américain du Sud, il n'a pas la même distance corporelle qu'un Américain du Nord, ou qu'un Centrafricain, ou un garçon de Tunisie, par exemple. Chacun a sa distance corporelle propre. Donc c'est par rapport à tout ça et c'est intéressant. Et eux, en l'espace de 4 heures, ils évoluent par rapport à ça, et ça remet tout, pratiquement ils deviennent un groupe grâce à ça. Donc c'est intéressant. Donc je pense que vraiment l'aïkido il y a beaucoup d'endroits où on aurait bien besoin d'en faire et que les gens y trouveraient sûrement de grands intérêts. Alors c'est vrai que c'est quand même très évolué en partie intellectuelle, l'aïkido, pas exclusivement bien sûr, mais et donc il y a certaines personnes pour qui c'est un peu long à acquérir et à apprendre. Il y a des gens qui veulent tout de suite l'efficacité, c'est d'après moi un des travers de notre société moderne. Il faut un certain temps de répétition, de compréhension et de mise en œuvre pour que ça soit vraiment intégré et que le bien-être s'en ressente. Bon, il y a des gens qui sont déjà prêts, et ce sont ceux qui viennent dans les clubs en général. Mais donc c'est pas un blâme pour ceux qui n'y sont pas, hein, mais c'est juste pour dire qu'il y a des gens c'est trop élaboré. Autant qu'ils fassent d'une activité qui soit carrément sportive, quoi, qui en soi est pas forcément malsaine. Ce qui me paraît le moins intéressant là-dedans, c'est la compétition à outrance. Un peu de compétition, c'est pas forcément mauvais parce que ça oblige à se pousser, ça se permet de se caler par rapport à l'autre. Faut pas en faire trop. Le véritable calage pour moi, c'est comme toujours dans l'aïkido, c'est un calage par rapport à soi-même. Le véritable progrès, il est par rapport à ce qu'on faisait avant, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ce qu'on voudrait être capable de faire demain, quoi. Mais bon, le sport en soi a des vertus, a des avantages, puis ça fait bouger, ça développe la conscience de son corps et tout ça, ça c'est toujours positif et c'est toujours réutilisable en aïki en plus après, quand ils seront assez mûrs pour venir nous rejoindre. Voilà. J'ai pas totalement répondu à la question, mais c'est une vaste question quand même. Et si je peux me permettre une autre question, ou une dernière question, Arikawa a dit, il n'y a qu'un aïkido. Ouais. Et on voit plein de formes. Ouais. C'est une vaste aïkido. Discussion, ça. Hein. Il y a une aïkido qui évolue selon les époques. Non seulement, enfin, il y a plusieurs niveaux de réponse d'après moi. Hein. Alors, en effet, les gabarits changent, même au Japon. Hein, la taille des Japonais a énormément évolué depuis la dernière guerre mondiale grâce à un changement d'alimentation. Hein, parce que historiquement, il y a eu des années et des années de disette, de famine pendant le Moyen-Âge japonais. Et jusqu'à la guerre, c'était encore un peu irrégulier. Au-delà des habitudes alimentaires qui donc ont été positives du point de vue de la croissance des individus, donc ça peut modifier une partie de la pratique. Quand on a les jambes plus longues, c'est le centre de gravité plus loin du sol, enfin cet aspect-là on peut en tenir compte. D'une nation à l'autre, il y a des populations avec des grands gabarits, hein, je pense certains, les Kenyans par exemple en Afrique, ou les Hollandais qui sont aussi une autre population avec des grands individus. Donc en effet, l'aïkido doit répondre à non pas des demandes, il n'a pas à se plier ou à se déformer, mais il doit donner les outils pour que tous puissent pratiquer en y trouvant du plaisir. Ça c'est un premier aspect, c'est-à-dire que c'est purement biologique, mécanique. Donc cette évolution-là, elle va de soi. De toute façon, on peut pas faire autrement. Les corps évoluant, on peut pas faire autrement. Dans l'idée d'Arikawa de dire il y a qu'un seul aïkido, je pense que c'est pas tant dans la technique qu'il évoquait ça, que dans l'esprit fondamental que Yushiba que j'évoquais tout à l'heure, avait mis en route et sa vision transcendantale en gros. Parce que en effet, après la lecture technique, on peut, selon son propre gabarit, on va peut-être privilégier telle technique parce que on a les épaules qui sont susceptibles de se plier à telle forme technique, même en tant que tori, ou on a plutôt les jambes plus courtes ou plus longues ou des choses comme ça. Donc ça me paraît pas incompatible. C'est plutôt l'esprit qui est unique. À ce titre-là, ça a été rappelé récemment puisqu'il y a des gens qui, en effet, veulent dire il n'y a qu'un seul aïkido. Je pense pas qu'il y ait qu'un seul aïkido. Il y a probablement un seul esprit fondamental dans l'aïkido, mais son expression, elle est multiple. Donc c'est un peu une réponse de Normand, mais elle me semble la seule réponse cohérente. Hein. Donc, d'abord que progressivement, c'est arrivé à trouver donc ce message de paix qu'a transmis au sensei. Compliqué parce que comme il n'y a pas de compétition en aïkido, la concurrence est